On va poursuivre par une petite table ronde, voilà, pour prolonger cette belle présentation d'Élise pour ce nouvel ouvrage qui est donc dehors. Et vraiment, je vous invite à le feuilleter et à l'acquérir si vous avez envie. Il est vraiment passionnant à lire. C'est un vrai feuilleton. Moi, j'ai trouvé que ça se lisait comme un feuilleton. Et avec des magnifiques illustrations aussi et des informations inédites, comme ça a été dit. Peut-être juste avant de commencer, moi, je tenais aussi à adresser mes plus vifs remerciements à l'école, à Anne, pour m'avoir invitée pour cette table ronde. Et puis évidemment à Élise, avant tout à Élise. Parce que je voulais juste rappeler quand même un peu le contexte dans lequel a émergé l'idée de faire ce livre. On était en plein boom en fait pour le suivi et la mise en œuvre du projet de l'IMVT. Le chantier démarrait à peine. On a eu peur qu'il démarre pas à cause du Covid. Il a finalement démarré et se poser la question du devenir de l'école d'architecture de Lumini. Et vous savez que le bâtiment appartient à la ville de Marseille et qu'il y a eu différentes hypothèses. Et au moment où le chantier démarrait, l'hypothèse qui était retenue, c'était d'y accueillir une école de police, tout en sachant que l'école des Beaux-Arts restait à côté. Et c'est vrai que ça avait soulevé beaucoup de réactions et on peut le comprendre à la fois parmi les étudiants, parmi les enseignants et aussi parmi les équipes administratives et la direction. Pas qu'on ne veuille pas accueillir la police, mais simplement il y avait quand même la question qui se posait de quand on hérite d'un patrimoine comme ça, qu'est-ce qui va devenir et quelle compatibilité il peut y avoir entre un tel héritage et un nouveau programme, en sachant que le bâtiment s'apprêtait à aller vers une nouvelle vie et de nouveaux usages. Et c'est quand même une question assez centrale. Et on s'est dit, avant de quitter le bâtiment, il faut qu'on puisse offrir en fait un état de la connaissance et montrer en offrant ce livre à la ville et à tout le monde, montrer en fait combien était précieuse cette architecture, combien était précieux ce bâtiment et et que c'était une responsabilité et que quelque part on se sentait aussi investi d'une responsabilité collective de pouvoir transmettre ce travail, enfin qui n'existait pas encore, mais au moment où on quittait les murs. Et un appel avait été lancé au sein du laboratoire INAMA. Et c'est vrai que Élise Guilherme, je le dis, a répondu immédiatement et avec beaucoup d'enthousiasme, alors que c'était un énorme travail qui venait s'ajouter en fait à tout le reste. Et vraiment, je t'adresse, Élise, mes plus vifs remerciements parce que c'était important que cet ouvrage sorte, même s'il est sorti un peu plus tard, parce que il y a eu divers événements, parmi eux des événements très joyeux, mais qui ont retardé la sortie de cet ouvrage. Voilà, c'était juste en guise d'introduction, pardon, j'espère que j'ai pas été trop longue. Peut-être on pourrait commencer à discuter et à vous faire parler sur le contexte dans lequel émerge en fait cette école d'architecture. C'est vrai qu'elle émerge dans un contexte particulier, dans un contexte politique singulier, à une époque où des grands équipements voient le jour à Marseille. Elle voit le jour aussi au moment où sont très actifs une génération d'architectes, dont René Hégère, mais pas seulement. Peut-être un mot, peut-être Élise et Ève, sur ce contexte politique singulier et comment la figure de René Hégère émerge en fait dans ce contexte singulier. Pardon, j'avais oublié d'enlever mute. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, on a un contexte, il y a toujours un contexte à un projet d'architecture. Excusez ma voix caverneuse. Le contexte est effectivement très spécifique parce que Élise l'a évoqué et c'est détaillé dans son ouvrage. Le contexte dans lequel le campus, le mot est important, le campus de Lumini est imaginé et construit, est si spécifique déjà au-delà de la politique qu'il n'aurait pas pu avoir lieu aujourd'hui. C'est un espace naturel, il y a une exception juridique qui est mise en place pour pouvoir y construire des choses. Et l'idée qui est toujours valable aujourd'hui, je ne sais plus si c'est réglementé ou si c'est une charte, mais c'est que la légitimation d'aller construire sur cet immense site naturel et protégé, elle est liée au fait des activités qui vont y être pratiquées. C'est pour ça qu'il y a l'accent sur les activités sportives, les activités d'enseignement et de formation. C'est pour ça aussi
que vous n'avez pas trouvé de commerce, etc. Donc déjà, il y a ce contexte que je voulais rappeler qui est important, qui est celui d'imaginer un campus, de l'imaginer en pleine nature, et d'être capable aussi d'adapter une réglementation qui est celle des espaces naturels, pour offrir un cadre à l'enseignement qui se veut, dans les années 50, 60, quelque chose de spécifiquement innovant. Et ensuite, sur le contexte politique, en zoomant plus sur Marseille, on a ce fameux duo que tu as évoqué aussi, entre un maire et un architecte, puisque clairement, Gaston Defferre va accorder sa confiance à René Hégère et lui confier des projets d'une envergure absolument exceptionnelle. Et ça encore, je pense que c'est assez lié à un contexte, à une ambition, peut-être certains diront démesurée ou utopique, de laisser sa trace, de créer des grands projets et aussi de projeter la ville de Marseille dans une autre dimension que celle à laquelle elle se trouve au sortir de la guerre. Je ne sais pas si tu veux compléter, Élise. Bien simplement, mais peut-être juste ajouter que c'est vrai qu'il y a une volonté de faire très différemment de ce qui a été fait pendant l'entre-deux-guerres, où il y a eu des projets marqués par un certain marasme à Marseille, alors qui est lié à un marasme économique, à un marasme politique. Et donc il y a cette ambition de révolutionner les initiatives et de les rendre très concrètes par des engagements qui permet cet alignement des voyants à un moment donné, où des finances publiques, du maire, jusqu'à l'architecte, il y a une cohérence et une cohésion qui permet de faire sortir ces projets monumentaux. Peut-être sur le contexte, puisque c'est vrai qu'il est très différent du nôtre, simplement indiquer que c'est aussi un contexte qui va être une prise de conscience sur la protection de l'espace des Calanques, parce qu'au cours de ce chantier qui est assez long, on va se confronter à des difficultés qu'on avait peut-être mal mesurées, mais on a des départs d'incendie récurrents, par exemple, qui supposent de mettre sur place quasiment, pas une caserne, mais en tout cas un détachement de caserne pour une surveillance permanente du chantier. À un moment donné, l'incendie vient presque jusqu'à l'école d'architecture qui est en train de sortir de terre. Donc on a une succession comme ça d'éléments qui auraient pu être tout à fait dramatiques et qui vont faire prendre conscience aussi que cet espace est très précieux, qui doit être protégé, qui ne doit pas être urbanisé de n'importe quelle façon. Et donc on va arrêter, après avoir fait sortir de terre cet édifice, l'urbanisation vers Lumini. Et on va s'arrêter à l'école d'architecture parce que on considère qu'on ne peut plus construire davantage dans cet espace, et ça commence à rencontrer. Et donc on ouvre le parc des Calanques en 71, peu après l'ouverture de l'école d'architecture, mais c'est une idée nouvelle que d'aider à amener vers les Calanques sans pour autant avoir une urbanisation galopante autour. Et on va stopper des projets importants. L'architecte Jacques-Henri Labourdette a par exemple le projet de construire une petite série de pavillons en contrebas de Lumini, et ça se sera stoppé du fait de cette prise de conscience aussi à l'égard de ce patrimoine naturel. Et pour compléter ce que tu dis, il y a aussi un enjeu pareil, typiquement marseillais, qui est celui du développement parallèle au développement du campus de Lumini, d'autres campus universitaires dans la ville. Et là, il va y avoir, je ne vais pas dire une erreur, je ne me permettrai pas, mais en tout cas un petit défaut stratégique, qui est de développer par exemple un campus scientifique à Saint-Jérôme parallèlement à la construction du campus scientifique à Lumini, et qui fait que les statistiques et les prévisions du nombre d'étudiants s'avèrent erronées, puisqu'en fait les étudiants ont beau grimper en flèche comme prévu après la Deuxième Guerre mondiale, ils n'arrivent jamais aux effectifs prévus, notamment parce qu'il y a plusieurs campus dans la ville. Ce qui va aussi, conjointement aux enjeux environnementaux, conduire à lever le pied et à suspendre, ou en tout cas interrompre un peu prématurément, adapter certains projets, notamment côté campus de sciences, où on sait que certains bâtiments ne sont pas aussi importants, aussi développés que ce qui était pensé, et ne connaissent pas aussi le même niveau d'achèvement que côté art et architecture, justement parce qu'en fait, on a un petit peu raboté le projet sur la fin. Peut-être pour compléter en fait l'appréciation de ce contexte politique qui est intriquement, de manière très très forte, lié à l'émergence de cette école, à la fois d'un point de vue politique, mais aussi du point de vue de l'évolution de la profession. Peut-être que ça peut être intéressant, Rémi, de nous dire en fait, finalement, on comprend en fait qu'en passant de Carly
À Lumini, on est dans un changement radical à la fois dans la nécessité de former des architectes et des architectes qui vont travailler de manière absolument nouvelle et radicalement différente de ce qui pouvait se pratiquer au sein du Palais Carly. On voit qu'il y a une forme de révolution aussi architecturale et comment en fait finalement l'émergence du projet de construction de l'IMVT répond aussi de nouveau à un virage important peut-être à la fois du point de vue de la politique de la ville, Euroméditerranée, etc., et du point de vue également de la manière dont on forme les architectes aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu faire pendant plusieurs décennies à Lumini. Alors là, la question, c'est de Lumini à l'IMVT. Le livre explique très très bien, vraiment, je vous invite à le lire, comment en fait les récriminations nombreuses, Élise en a un petit peu parlé, mais conduisent à exprimer un besoin renouvelé et complètement différent en fait sur la nécessité d'avoir des ateliers plus grands, moins chauds en été, plus frais en hiver, plus aérés, enfin voilà. Et puis la volonté d'une nouvelle architecture. Et ben comment est-ce qu'on peut aujourd'hui apporter un regard sur le passage de Lumini à l'IMVT, peut-être, à la fois d'un point de vue urbain et du point de vue de la profession et de l'enseignement. Enfin bon, non, peut-être la profession et le contexte urbain. Alors moi déjà, comme j'ai pratiqué Lumini comme beaucoup ici, la lecture moi que j'en ai, elle est faite des urgences en fait du moment. C'est-à-dire qu'à l'époque, je pense dans les années 60, il y avait l'urgence de sortir de cette ville qui était dysfonctionnelle, qui était vétuste, etc. Donc la modernité, c'était une opportunité d'équiper la ville. Et on voit en fait à l'époque Defer qui fait arriver des autoroutes en ville, qui construit des parkings en plein centre-ville, etc. Donc il y avait cette nécessité et on misait, j'ai l'impression, sur un fonctionnalisme, sur une séparation un petit peu des alors, est-ce qu'on peut parler d'erreur? En tout cas, on parle d'expérimentation, on parle de croyance de la modernité à une époque, et on s'est dit que c'était une bonne chose de créer ce campus. Peut-être que déjà les étudiants au début des années 60, ils commençaient à être pénibles en ville, et on voulait peut-être déjà un petit peu les isoler et les mettre au vert. Pour l'avoir vécu, c'est vrai que moi j'ai ressenti l'incomplétude en fait de ce projet, puisque il était au départ beaucoup plus ambitieux. C'était une petite ville, il était décrit comme ça, comme la plus belle ville étudiante. En réalité, c'était on a épuré le projet, j'ai l'impression, pour simplement laisser les bâtiments universitaires, des logements et puis un pauvre restaurant universitaire. Donc il y avait peu de vie malgré la beauté des calanques, etc. Voilà, c'était un projet, moi à l'époque, que j'ai vécu à la fois comme une expérience immersive dans un territoire méditerranéen, naturel, etc. Donc très intéressant niveau travail, mais en termes de vie sociale et de vie urbaine, bon, c'était un peu limité. Ensuite, ce qu'on a pu expérimenter sur place, c'était justement, et l'architecture et l'enseignement de l'architecture, elle était très inspirée de l'architecture elle-même, de cette architecture méditerranéenne, de cette pratique du dehors, de l'apport à la fois de la nature, de l'ensoleillement, des patios, de la lumière, etc. Et elle était dans la continuité un petit peu des enseignements qu'on recevait, puis ensuite qu'on a poursuivi en tant qu'enseignant. Voilà, donc elle était quand même très en phase avec et peut-être même très en avance aussi sur l'idée de bâtiments bioclimatiques, etc. Puisqu'aujourd'hui on revient un petit peu à cette leçon du vernaculaire et de ces architectures méditerranéennes. Alors la question c'est comment on passe de Lumini à l'IMVT en tant qu'enseignant. Déjà avec bonheur, parce que notre place, même si cette expérimentation de campus était un peu une parenthèse, une mise au vert, une parenthèse dans l'histoire de la ville, je pense que notre place, elle est réellement en ville. Et les urgences sociales, climatiques, etc., fait qu'il faut absolument aujourd'hui qu'on répare cette ville, qu'on s'en occupe et qu'on soit sur place.
le bonheur, c'est finalement que nos architectes, enfin NP2F, Marion Bernard, etc., et avec l'IMVT, aient réimporté une leçon un petit peu de Lumini à travers la manière dont ils ont aménagé cette école. Et c'est pour nous une continuité dans l'enseignement. Le fait de, pour moi, cette école, c'est vraiment une école qui est très didactique dans la manière dont elle montre ses distributions, sa structure, la manière dont sont faits les ateliers, dont ils sont distribués. Il y a énormément de lieux appropriables, etc., comme on pouvait le vivre aussi à l'époque à Lumini. Merci. Peut-être on se rend compte aujourd'hui que donc, l'école revient au centre-ville et en parallèle, d'ailleurs Élise en a parlé, il y a un processus finalement au moment où on quitte l'école d'architecture de Lumini, un processus de patrimonialisation de ce site et de ce bâtiment. Alors, on l'a dit, le Palais Carly, évidemment, est protégé au titre des monuments historiques. L'école d'architecture de Lumini a d'abord été labellisée architecture du XXe au moment où elle était encore occupée, parce qu'elle nous dira quand est-ce que c'est arrivé, mais voilà. Et peut-être on peut dire un mot sur ce processus de patrimonialisation, c'est-à-dire comment, au moment où on quitte cette école de Lumini, comment, en fait, ce bâtiment-là s'inscrit dans une démarche de patrimonialisation progressive et qui va en augmentant, et comment en fait ce phénomène de patrimonialisation reste compatible avec l'idée que ce patrimoine est aussi matière à projet et doit le rester. Oui, merci pour cette question. Donc effectivement, la première étape d'une forme de reconnaissance de l'architecture du campus de Lumini et notamment de l'école d'art et d'architecture, c'est un label. Alors le label, ce n'est pas une protection, je le rappelle toujours, c'est assez différent. C'est plus une distinction qualitative qui est venue reconnaître, donc c'était en 2007 que ça a été attribué, qui est venue reconnaître à l'époque la qualité assez exceptionnelle du dessin, de l'architecture, de la composition de l'école des beaux-arts et d'architecture. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2007, donc René Egère est encore vivant. Et nous, en tant qu'acteurs, on va dire patrimoniaux, on s'étonne parce que autant Fernand Pouillon commence à faire l'objet d'une reconnaissance académique, institutionnelle, d'une forme, j'ai envie de dire presque de réhabilitation sociale, parce que les générations qui l'ont connu et qui ont connu son côté flamboyant, limite sulfureux, commence à ne plus être là ou à oublier en fait ce côté-là et à se recentrer sur la qualité de sa production. Autant Egère, qui a été son associé en début de carrière et qui ensuite a travaillé de manière indépendante, ne fait pas l'objet d'une reconnaissance institutionnelle. C'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure et je le redis, l'architecte René Egère, au moment de la reconstruction, en tant qu'architecte Conseil de l'Éducation nationale, en tant qu'architecte, on va dire presque officiel, des différents mandats de Gaston Defferre, a façonné la quasi-intégralité de la ville de Marseille. J'aime souvent le rappeler, la majorité des écoles élémentaires, la majorité des lycées, la majorité des universités et la majorité des hôpitaux de la ville de Marseille sont signés René Egère. C'est un petit peu vertigineux quand même, et ça pendant plusieurs décennies. Donc on est tous, si on vit à Marseille, on est tous environnés par son témoignage. Et donc nous, dans les années de 2006-2007, excusez-moi, c'était une de mes premières missions de recherche pour la DRAC pour aider justement à monter des nouveaux dossiers de labellisation. On dit mais c'est fou, en fait, il n'y a rien de René Egère qui est mis à l'honneur. Alors, entre parenthèses, on pourra en reparler, c'est peut-être lié à la personnalité de l'architecte et au fait qu'il ne s'est pas fait que des amis pendant sa carrière, ça, on pourra l'évoquer. Mais au demeurant, nous, notre travail en tant qu'acteur de la valorisation du patrimoine, c'est pas de se préoccuper de ça, c'est de se préoccuper de la qualité de son héritage. Et assez rapidement, l'idée de présenter au label l'école d'art et d'architecture de Lumini s'est imposée parmi toutes les réalisations d'Egère, parce que ça nous semblait une des réalisations les plus caractéristiques et les plus qualitatives. Et notamment, on s'est beaucoup questionné sur le côté bipartite de l'école. Là encore, on pourra l'évoquer à nouveau, puis cet après-midi, pendant les visites, je pense qu'on en reparlera. C'est une école qui est un petit peu en deux parties, liée au fait qu'elle est construite aussi en pleine réforme de l'enseignement des beaux-arts et d'architecture.
Et donc, on a travaillé dessus. Et un des débats de cette première étape, ça a été que certaines personnes auraient souhaité qu'on labellise le projet de René Hégère, mais pas l'extension des années 90 qui a été évoquée, qui pourtant était incrustée, j'ai envie de dire, au cœur du bâtiment lui-même. Donc là, on a tenu bon. Et la politique du label nous le permet, c'est-à-dire qu'on labellise à l'instant T l'édifice avec ses strates, avec ses couches, avec son évolution. Et que pour nous, l'extension faisait amplement partie du projet, et si on labellisait, c'était en l'état. Ça, j'aime bien le citer parce que ça prouve aussi déjà la plasticité dont on peut faire preuve, contrairement parfois à la vision patrimoniale un peu stricte. On l'avait intégré en disant évidemment que si on était associé à des conseils patrimoniaux pour les travaux, etc., ce serait rarement sur cette partie d'extension extrêmement contemporaine et qu'on interviendrait plutôt en conseil sur les parties plus anciennes. Ça, c'était une première étape en 2007 qui a beaucoup compté pour nous. Je pense qu'elle a compté pour René Hégère. Moi, je l'ai rencontré un peu de temps avant son décès et il était extrêmement affaibli physiquement, mais dans sa tête, ça turbinait. Et il était extrêmement présent et surtout, comme beaucoup d'architectes que j'ai pu rencontrer, même âgés, ils ont une acuité, une mémoire, et ça, Élise, tu peux en témoigner aussi, je pense, extrêmement vive sur leur carrière et sur leurs projets. C'est-à-dire que vraiment, parfois, ils n'étaient pas sûrs peut-être de la date exacte, mais ils allaient me dire combien il y avait eu de lots, combien de chambres, combien d'années de chantier, combien d'entreprises. Donc on en parle avec Hégère à cette période-là, et je pense que ça comptait pour lui, parce qu'il était quand même frustré de cette absence de reconnaissance. Et pour finir sur l'évolution la plus récente, donc il y a eu une autre étape qu'on a peu évoquée, mais je pense qu'il a compté. C'est que dans les années 2010, beaucoup de campus universitaires ont bénéficié d'une aide massive de l'État qui s'appelait le Plan Campus et qui a permis de travailler à la rénovation, à la mise à niveau un petit peu de beaucoup de campus universitaires. Donc ici à Aix-en-Provence, notamment entre la faculté de droit et de lettres et à Lumini, sur le campus à la fois scientifique, école des beaux-arts, etc., il y a eu une étude très importante qui a été menée pour comprendre et analyser l'état des campus universitaires français et aider l'État à déterminer quel campus il allait aider. Donc je pense que ça a joué aussi dans la prise en considération de la qualité, plus dans le courant des années 2010, un programme de recherche nationale auquel on a participé sur toutes les écoles d'architecture en France, où en gros chaque école d'architecture était invitée à faire un petit peu son égo-histoire, donc sa propre histoire, à travers notamment ces bâtiments. Donc tous ces phénomènes-là ont fait qu'on a acquis de la connaissance. Ça a été cité, il y a eu aussi l'exposition rétrospective quand il y a eu les 40 ans de Lumini, puis les 50. Et donc on arrive au moment du départ de Lumini, et là, tu l'as dit Hélène, il y a un émoi réel, parce que le départ de Lumini est acté et le projet de la construction de l'IMVT prend du temps, ce qui est tout à fait légitime. Mais par contre, ce qui n'arrive pas, c'est l'objectif de réutilisation de la partie école d'architecture. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le campus art et architecture, il est bipartite, c'est-à-dire à la fois c'est une même entité, mais à la fois on a, on va dire, deux côtés. Et là, on se retrouve vraiment à une sorte de frontière imaginaire entre une partie des bâtiments qui va se retrouver inutilisée et l'autre partie qui continue son activité. Et donc je pense que toutes ces étapes successives de reconnaissance, de documentation, d'intégration progressive des qualités aussi par rapport à d'autres établissements qui peuvent exister ailleurs, puis les mois autour des projets potentiels, parce qu'on a eu quand même quelques projets un peu fous de réutilisation de l'école, vont conduire, nous en tout cas côté patrimonial, à une réflexion plus poussée, à dire mais est-ce qu'en fait il ne faut pas qu'on propose un autre outil qui cette fois va être peut-être un peu plus impactant, qui serait les monuments historiques. Et c'est mon collègue Olivier Liardet qui a mené la recherche, donc on a beaucoup travaillé ensemble, on lui a transmis beaucoup de documentation, et donc ça aboutit l'année dernière à l'inscription au titre des monuments historiques de l'école d'art et d'architecture de Lumini. Pour nous, c'était un moyen de contribuer à sauvegarder l'avenir de ce site. Comme tu l'as dit Hélène, ce n'est pas du tout pour le figer, mais c'est pour avoir des outils de suivi qui peuvent être à des moments coercitifs, mais parce qu'il y a des moments où on a besoin aussi de poser certaines limites pour conserver la qualité, et qui en revanche n'empêchent en rien la mutation, puisque justement l'inscription a été attribuée au moment où le campus était libéré. Donc il n'y avait pas de fausse idée de dire on va garder l'usage, puisque l'usage va changer. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, Ève, sur la question de la patrimonialisation, mais qui ne fige pas, il y a l'idée que le bâtiment lui-même doit pouvoir être accompagné. Alors ce que je précise quand même, c'est que
pour inscrire au titre des monuments historiques, le propriétaire doit être d'accord. Donc il faut quand même savoir qu'il y a une forme de consensus quand même qui s'inscrit autour de la valeur en fait de cet édifice. Je pense que c'est important de le noter. Et d'ailleurs, dans les remerciements initiaux, je n'ai pas cité les éditions Parenthèses qui ont accepté ce défi de ce livre, mais aussi la ville de Marseille qui a apporté une petite contribution au financement de cet ouvrage, ainsi que le ministère de la Culture au moment où effectivement se menait la protection au titre des monuments historiques. Peut-être pour poursuivre sur cette question de la patrimonialisation et comment le patrimoine peut aussi être source d'inspiration et de référence aux projets contemporains. Peut-être Rémi, quelques mots sur la manière en fait dont l'équipe de maîtrise d'œuvre et ensuite les utilisateurs du bâtiment ont pu en fait retrouver en fait des éléments de référence qui sont d'ailleurs cités par les architectes eux-mêmes sur la question des circulations, sur la question de la relation au grand paysage, sur la question de l'organisation des ateliers. Peut-être de pouvoir aussi signifier comment la matière patrimoniale, elle peut aussi être source d'inspiration au projet dans la continuité qui a pu se faire. À la fois, c'est une rupture et à la fois, il y a aussi une forme de continuité entre l'UMINI et l'IMVT. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est ce qu'ils ont réellement voulu amener ici. C'est d'abord faire lieu, c'est-à-dire que l'IMVT, c'est presque une petite ville, c'est une agora avec ses rues suspendues, avec ses coursives, avec ses patios, avec ses terrasses, etc. Donc on n'est plus dans un site naturel, mais on se projette en ville, dans une ville méditerranéenne presque rêvée, avec des toits terrasses. Enfin, c'est un peu un fantasme quelque part quand on et presque un manque à Marseille. On n'a pas cette histoire des terrasses vraiment. Il y a comme on peut l'avoir dans d'autres villes en Méditerranée, au Maghreb, en Espagne, etc. Et ici, on est vraiment dans l'aboutissement finalement de tout un imaginaire méditerranéen. Alors, un peu transposé de l'UMINI, parce que c'est vrai que l'UMINI, c'était vraiment... alors, c'est un bâtiment dans la pente, et donc desservi par coursive. On vivait beaucoup dehors, on enseignait même beaucoup dehors, dans les patios, sur les terrasses, etc. Et je pense que les architectes qui ont un peu pratiqué l'école aussi ont voulu, n'ont pas voulu frustrer aussi, et puis ont voulu ramener ça à l'IMVT. Et je pense en l'augmentant un peu plus scénographiquement, c'est-à-dire que non seulement ces terrasses nous permettent d'être dehors, d'enseigner, mais elles sont aussi distributives et elles constituent aussi une sorte de théâtre à l'italienne quand on est dans le patio. Donc il y a une augmentation et une mise en scène beaucoup plus forte, je trouve ici encore. Et puis après il y a plein de situations, il y a plein de lieux que les étudiants commencent à s'approprier. Il y a cette grande agora, il y a les coursives avec ces jardinières. Peut-être que on a eu une grosse contrainte technique ici. Je crois que c'est avec il y a un passage d'une bouche d'aération du métro, voilà. Peut-être qu'on aurait pu en fait avoir un sol un petit peu plus perméable dans cette agora et un petit peu plus voilà. C'est peut-être mais bon, c'était la contrainte technique qui a voulu ça. Donc transposer un bout de pinède aussi qu'ils ont ramené presque de l'UMINI, qui est en pleine terre et qui longe la fin des ateliers. Donc c'est à la fois un croisement entre ce qu'ils ont amené de la leçon finalement de cette école héritée, combiné avec l'héritage méditerranéen un petit peu fantasmé, beaucoup plus riche, des terrasses, voilà. Après, il y a plein de lieux d'enseignement aussi différents. On a des petites salles, on a des grands ateliers, on a ces amphithéâtres. Voilà, donc c'est très riche pour nous. Et puis c'est un belvédère aussi sur la ville, c'est-à-dire qu'on peut déjà d'ici percevoir les quartiers. Et puis ce bâtiment, il appartient aussi à l'histoire de la transformation de la ville, puisque ici c'était un grand rond-point. La fin de l'autoroute.
Donc on récupère là une place, un espace public, on restitue cet espace aux piétons. Donc c'est un peu on fait machine arrière et on redevient une ville qui est un peu plus urbaine et un peu plus praticable. Merci. Peut-être, dans le prolongement de ce qui a été dit, c'est vrai que c'est deux temps finalement différents. Au moment où Lumini se crée, on comprend aussi qu'il y a toute une équipe pédagogique nouvelle qui se met en place avec du Noyer, de Ségonzague. Enfin, je sais plus, Nelson, Howard. On voit qu'il y a une équipe pédagogique qui se met en place en même temps que finalement que ce nouveau bâtiment. On observe aussi, tu en parles, Élise, dans ton ouvrage, une véritable ouverture à ce moment-là de l'école, un peu hors du microcosme marseillais, qui est intéressante aussi, avec des invitations répétées de Jean Prouvé. De Pingusson aussi, Georges-Henri Pingusson, qui vient régulièrement. Ça, moi, je l'ai appris, je ne le savais pas. Moi, j'ai peut-être deux questions, enfin, peut-être une qui explicite un petit peu ça dans la nouvelle école de Lumini. Et puis peut-être aujourd'hui, enfin, voilà, quelles sont les perspectives aussi d'ouverture et d'évolution du fait que cette école sort de son superbe isolement pour revenir dans une situation beaucoup plus centrale. Moi, j'aimerais bien vous entendre tous les deux là-dessus. Et puis, j'aurais bien voulu aussi entendre Ève sur... Ève, tu nous as dit que tu l'avais rencontré, René Hégère, savoir aussi la manière dont lui, en tant qu'architecte, il parlait de ce bâtiment, dans son architecture, dans son rapport au site et dans son rapport peut-être aussi aux pédagogies. Un peu fourre-tout, mais parce qu'il nous reste peu de temps. Peut-être Élise, et puis ensuite Rémi brièvement, et puis et puis Ève. Alors, il y a une personnalité tout à fait importante pour Lumini que je n'ai pas évoquée dans la conférence pour des raisons de temps, mais qui est le directeur qui va porter cette école d'architecture, qui s'appelle François Brett, qui est le directeur de l'école des beaux-arts et d'architecture, puisque c'est une même entité lorsqu'il arrive à la fin des années 50. Et lui dira dans ses mémoires « Je veux Lumini ». Et ça va être l'un des artisans majeurs de l'importation de cette école sur le site de Lumini, qui va vraiment pas de soi parce qu'elle est installée à Carly depuis des années, que tout le monde y a ses habitudes et qu'on l'a vu avec les projets de maquettes, par exemple, les enseignants de Carly sont plutôt favorables à rester à Carly. Mais lui porte ce nouveau souffle, François Brett. Il est proche aussi d'une avant-garde de son temps, d'une avant-garde artistique. Donc, il va y avoir, par exemple, assez longtemps, une sculpture de Niki de Saint-Phal dans les patios au moment de l'inauguration du site. On ne sait plus très bien où elle est partie, mais on la regrette peut-être un peu. Et en tout cas, il va contribuer par son carnet d'adresses à faire venir des personnes de renom. Donc, c'est le sculpteur César. Enfin, c'est toute des personnalités d'avant-garde et aussi des architectes de la génération d'un peu avant Hégère qui vont, dans ce contexte, être mobilisés pour des conférences, pour des jurys. Et François Brett s'est très bien mobilisé comme ça un carnet d'adresses. C'est lui qui convainc de mettre l'école à Lumini. Mais au-delà de ça, il convainc aussi des personnalités comme Paul Nelson qui ne sont pas en lien... outre mesure avec l'école d'architecture de Marseille, de venir s'y installer, y enseigner. Et donc, ça va donner un souffle très fort à cette école. Ça va aussi lui donner une forme de pédagogie assez moderniste. C'est pas une école qui sera tellement postmoderne, par exemple, ou en tout cas la vague postmoderne va passer de façon assez discrète, et on va garder comme ça un attachement à des grandes figures de la modernité qu'on va convoquer, qui vont venir s'exprimer, qui seront de passage à Lumini à différents titres, et plus que de passage, puisque Paul Nelson il s'installe dans la résidence construite par
Guillaume Gillet, où il habite, et donc il est véritablement marseillais au plein sens du terme, et enseignant dans cette école, et des personnalités comme Patrick Bardou des éditions Parenthèses ont eu Paul Nelson comme enseignant. Enfin voilà, il a marqué toute une génération et plein d'autres. Mais voilà, l'école va se démarquer par une capacité à rayonner bien au-delà d'un microcosme local. Et puis elle va aussi réfléchir dans ce contexte-là, sans être trop longue, mais à beaucoup de partenariats avec l'étranger, avec des antennes, une antenne à Avignon, enfin, alors qui seront plus ou moins éphémères, mais qui ont quand même fait partie de cette volonté d'être très perméable, à toute une pédagogie à différents niveaux, et de rayonner aussi sur le plan hexagonal et régional, voire international. Voilà. Oui, une école d'architecture, c'est un peu un personnage central, quoi, dans la pédagogie. Et c'est vrai qu'à Marseille, je pense qu'on a quand même de la chance, si on se projette dans d'autres histoires d'écoles, etc. Parce que on a eu cette chance que nos écoles bon, après l'école des Beaux-Arts, qui était vraiment dans une autre ère du classicisme, on a eu des écoles relativement iconiques dans ce qu'elles portaient, dans ce qu'elles incarnaient aussi de l'architecture, d'une pensée, Lumini, la Méditerranée, enfin vraiment la leçon de la Méditerranée, et donc de ce qu'elles ont véhiculé, de désir d'en faire partie, de se projeter comme enseignant, comme étudiant, etc. Et l'IMVT, moi je trouve que c'est pareil. C'est une école qui, pour moi, à la fois qui incarne cet esprit méditerranéen, mais donc qui est iconique en ça, mais qui est aussi une boîte à outils. Qui est très flexible, très appropriable, et donc qui en fait une école très actuelle et qui est assez attractive aussi, que ce soit pour les enseignants, les chercheurs, les conférenciers, enfin les invités qu'on peut recevoir ici. Donc je trouve qu'on a de la chance à Marseille de ce point de vue-là. Donc ta question c'était sur la rencontre avec René Egère. Oui, je trouve que c'est un peu, mais je pense que c'est intéressant aussi d'entendre ce que René Egère en disait lui-même en fait de cette école et de ses enseignements. Oui, alors à l'époque, je faisais des recherches avec le laboratoire INAMA. On avait commencé à enregistrer des interviews ou à transcrire d'anciennes interviews. Là, ça n'a pas été enregistré parce qu'en fait, je l'ai rencontré, comme je disais, il avait 98 ans. Ou 97, quelque chose comme ça. Il était quand même très affaibli et vraiment le contexte s'y prêtait pas. Donc on avait eu une discussion vraiment chez lui. Alors parenthèse, lui il avait une magnifique maison sur la Corniche, mais à la fin de sa vie, par praticité, il habitait dans les immeubles du Vieux-Port de Fernand Pouillon. Donc il est vraiment resté toute sa vie autour de son ancien partenaire professionnel. On avait eu une longue discussion. Donc comme je disais, c'était à l'époque du plan campus, c'était à l'époque aussi où on faisait des recherches sur l'histoire des établissements. Et en fait, globalement, il avait un souvenir assez attentif, qualitatif de ce projet, contrairement à tout le reste du campus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait la charge de l'intégralité du campus de Lumini. Donc ça en fait des dizaines de milliers de mètres carrés bâtis. Et certains projets, il les faisait lui-même de A à Z. Et d'autres, en fait, il était plus pas chef de projet, mais carrément, en chef, voilà, architecte en chef, pardon, et il confiait les projets à d'autres architectes. Donc il pilotait, il surveillait, mais c'est pas lui qui faisait. Et j'ai eu l'impression, enfin dans ce qu'il m'a raconté, j'ai eu l'impression que l'école d'art et d'architecture, il se l'était un petit peu gardé comme un petit plaisir. Enfin c'est le souvenir que j'en ai qui est peut-être biaisé, mais comme quelque chose qui comptait pour lui et pour lequel il a apporté une qualité dans les détails. Pour ceux qui viennent aux visites, vous pourrez le voir, ou sinon à l'occasion. Il y a beaucoup de détails sur les bétons, sur les menuiseries, sur la volonté d'implanter des œuvres d'art, etc., qui s'est permis, je pense, contrairement à d'autres projets dans lesquels il devait quand même peut-être aller plus à l'efficacité. Et c'était pas seulement lié à l'effectif, parce que c'est vrai que côté campus de sciences, on lui demandait d'envisager, je sais plus, mettons 10 000 étudiants, alors que côté école d'archi, à l'époque, les statistiques, c'était quelques centaines. Donc les effectifs sont pas les mêmes, mais je pense que c'est au-delà de ça.
C'était plus un plaisir. C'était l'école des beaux-arts et d'architecture, et c'est lui qui dessinait l'avenir de l'enseignement de sa discipline finalement dans sa ville. Donc je sentais un attachement. Et j'ai amené un article qui était paru dans la presse peu de temps avant son décès, juste pour vous citer, parce que donc c'était en 2013, c'était dans la Provence, et il me semble, non pas la Provence, si, la Provence, excusez-moi. Et la journaliste, à un moment donné, lui dit mais de quel ouvrage êtes-vous le plus fier? Bon, c'est un peu vaste. Et alors, je vous lis la réponse. Sur le plan architectural, c'est la faculté de médecine de la Timone et l'école d'architecture de Lumini. Après, sur le plan de l'utilité, disons de l'aide que j'ai pu apporter à Marseille, ce sont les écoles primaires. Et ça m'avait touché cette réponse quand j'ai lu l'article, d'autant plus qu'il faut savoir que René Hégère a construit, donc comme je le disais, plus de 150 écoles primaires, construit ou chapeauté la construction de plus de 150 écoles dans la ville au sortir de la guerre, que c'était un cas unique et qu'aujourd'hui, avec le plan école marseillais, où on est en train de construire, rénover, réhabiliter 400 écoles, on est encore en train de positionner Marseille sur ce sujet dans un peu une sorte d'exception par le nombre également, mais par l'ambition. D'ailleurs, on peut préciser que ce plan école, il est aussi accompagné par une grande campagne de recensement, de connaissances et de protection au titre des monuments historiques aussi, des écoles. Oui, après, bon, je ne vais pas dévier, mais effectivement, là encore, la DRAC, ministère de la Culture, essaie d'être présent, d'accompagner. On a aussi la municipalité qui en demande en fait de mieux connaître son patrimoine et peut-être de mieux le protéger. Donc, en ce moment, oui, les feux sont plutôt ouverts côté politique et peut-être côté évolution des mentalités pour protéger Marseille à la hauteur de la qualité de son patrimoine. Et là, le travail des services de l'État, il est un peu délicat parce que c'est à la fois recenser, pointer l'exceptionnel ou pointer l'élément d'une série qui nous permettra de raconter aux générations futures qu'est-ce que ça a pu être, par exemple, une école préfabriquée. C'est pas de l'ordre de l'exception, mais c'est de l'ordre de notre histoire, des écoles que nous, on a pu connaître en tant qu'enfants, par exemple. Et à la fois, donc, pointer, repérer, recenser, et à la fois ne surtout pas bloquer un élan très important qui est économique, mais qui est avant tout social. Donc que le patrimoine soit de l'accompagnement et ne soit pas un frein à donner les meilleures conditions possibles aux élèves, aux enseignants, aux usagers. Merci beaucoup. On va devoir conclure et s'arrêter, je pense. C'est l'heure. Mais on va laisser peut-être la parole, oui, s'il y a des questions dans l'assistance. Oui, j'ai eu la chance d'être étudiant dans cette école entre 1976 et 1980, avant d'aller à Paris. Et donc j'avais quelques petites observations à faire. Il y a quand même une chose qu'on ne connaît pas toujours, c'est que cette école a été conçue avant 68. Et que à l'époque, il y avait une seule école d'architecture en France, ça s'appelait l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, et qui avait dans plusieurs villes de province des écoles des beaux-arts dans lesquelles il y avait une section architecture. Et donc, les étudiants qui, par exemple, étudiaient au Palais Carly, ils allaient passer leurs examens, ils montaient à Paris, donc ils avaient 2 jours de moins que les autres, parce qu'il fallait quand même un certain temps que les Parisiens. Et donc, il y avait cette espèce de centralisation qui était un truc très fort. Et Marseille est la première école avant 68. Il y avait Lyon, mais Lyon, ça n'a pas vraiment tout à fait abouti de la même manière, qui a été entièrement conçue dans l'idée qu'on avait une école des beaux-arts de Marseille, indépendante de celle de Paris. Et il y a une démarche, alors, avec des architectes marseillais. Certains étaient un peu américains. Bon, on a la figure de Paul Quintran, figure d'André-Jacques Dunoyer de Ségonzac, Paul Nelson, dont parlait Élise, d'autres donc grands personnages de l'architecture qui ont accompagné ce mouvement. Et donc, le lieu... Alors, ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, 68... En dehors de la ville, il n'y avait pas de pavé à portée de main, mais moi, quand je suis arrivé en 76, le mois de mai, on faisait la révolution. On faisait des AG, on se mettait au milieu des patios, et on réinventait le monde. Et il y a ce côté quand même, réinvention du monde, voilà, autour d'une modernité, du soleil, de la pinède, de la nature, qui est vraiment quelque chose qu'il faut
dont il faut préserver la mémoire et qui a enrichi des générations d'architectes marseillais et au-delà dans toute notre région avec beaucoup de choses qui sont passées autour de cette école de Lumini. Et moi, je suis comme toi, Rémi, je dis ici, il y a un peu de l'esprit de Lumini à l'IMVT. Oui, bonjour. Juste une petite remarque. On a mis beaucoup de temps à utiliser le mot social. Il est apparu juste à la fin de la discussion. Et tout ça pour dire... et puis Anne, tout à l'heure, a dit qu'on avait un projet de travailler à un projet d'établissement de l'école. Et probablement, il y a la question à qui on s'adresse et comment on s'adresse. Et dans cette époque de la reconstruction, enfin même tardive, la notion de projet, elle n'est pas tout à fait celle qu'on utilise aujourd'hui. Elle est beaucoup plus large. Il y a un projet de société, et notamment il y a un projet d'adresse à l'ensemble des étudiants à travers l'architecture de René Gère. Et je trouve qu'avec cette évolution du projet d'architecture qui, comme le montrent les images là ici, qui est devenu quelque chose qui est beaucoup plus un projet en soi, eh bien, on a un peu oublié la dimension méta du projet qu'il y avait à cette période-là. Et notamment, dans l'accès de façon massive aux études universitaires, le fait de... Enfin, ce que dit Pouillon dans Mon ambition, le fait de comment on se reconnaît à travers la façon dont la société nous considère en tant qu'étudiants. Et ça, il me semble que Hégère, quand même la partie apprentissage avec Pouillon, elle est gigantesque, et notamment du point de vue constructif, eh bien, il va prolonger tout ça pendant des décennies à Marseille. On voit défiler les images qu'on aurait aimé faire défiler tout à l'heure pendant la table ronde et qui montrent aussi ces lieux qui sont vivants avec les étudiants qui investissent tous ces espaces. Est-ce que vous avez d'autres remarques, où on finit sur ces images qui sont assez fortes? Oui, je peux annoncer tout à fait le programme et la suite du programme qu'on a concocté pour ces Journées nationales de l'architecture. Donc, on vous donne rendez-vous à Lumini pour 2 visites. Donc, une visite qui sera prise en charge par Élise sur l'historique et la façon dont Hégère a construit ce bâtiment, donc, et qui reviendra, qui pourra illustrer dans l'ensemble des différents espaces tout ce travail historique qu'elle a pu réaliser, donc à 15h, et une visite qui sera prise en charge par Ève sur le côté de patrimonialisation du site, et donc qui se croiseront. On aura à 16h30 une petite table ronde aussi sur le site dans le patio. On a la chance d'avoir le temps qui est favorable, donc on pourra aussi profiter des espaces extérieurs à Lumini pour discuter avec 3 anciens enseignants de l'école qui ont connu et qui sont arrivés quand l'école a ouvert en 1967. Donc Jacques Brigliot, Pascal Urbain et Jean-Marc Chancel, qui pourront évoquer aussi la façon dont ils ont enseigné, ils ont étudié et enseigné à l'école. Et on finira avec une intervention de Raphaël Imbert, qui est aujourd'hui directeur de l'INSEAM, donc le conservatoire de musique de Marseille, qui est du Palais Carly, qui a récupéré ses locaux, en fait, aujourd'hui, avec la directrice de l'école des Beaux-Arts, et qui vous parleront de la façon dont, aujourd'hui, ils investissent le site et les projets pour l'avenir, demain, les projets qu'ils ont en tête et qu'ils sont en train de préparer pour faire vivre d'une autre manière le site de Lumini. Donc, on espère que vous pourrez aussi nous rejoindre cet après-midi sur le site. Merci infiniment.